Ce que je crois vraiment profondément, c'est que derrière chaque symptôme, il y a une histoire, il y a un sens, une manière de survivre. Et dans ma vision, le thérapeute n'est pas un expert qui détient une vérité, c'est un peu comme un compagnon de route, un co-enquêteur. J'aime bien cette image du Sherpa que j'ai entendu chez Charlie Crétenant. Le thérapeute, il marche à côté ou un pas en arrière, jamais devant. Il soutient, il oriente si besoin, mais il ne tire pas le client vers là où il veut, il suit le rythme de l'autre. Dans la première partie de cet épisode, nous avons évoqué les débuts du travail thérapeutique. Ce moment où le lien s'installe, parfois timidement, où la demande se précise. On va maintenant s'attarder sur ce qui se passe ensuite. Les différentes étapes du processus, les allers-retours, les déclics, les résistances, les petits et les grands changements qui s'opèrent grâce au travail, et puis ce moment où le patient est suffisamment autonome qu'il devient lui-même son propre thérapeute. À ce moment-là, la thérapie peut s'arrêter. La psy, c'est pour les fous. La psy c'est pour les fous. Et si je vous disais que ce podcast, je l'ai écrit exactement comme on traverse une thérapie. Au début, je me suis retrouvée face à une montagne. 4 entretiens avec des professionnels, 5 avec des patients, des dizaines d'heures de contenu et plus de 100 pages de retranscription. Et moi, j'étais là figée. Je ne savais pas par quelle boule prendre. Alors, j'ai fait autre chose. Des posts pour LinkedIn, des stories Instagram, des articles de blog, des mails, même une lessive. Et puis j'ai bu un café, puis 2 et encore un autre. Bref, j'étais occupée, mais pas vraiment à ce que j'avais à faire. Vous voyez où je veux en venir ? Vous savez, cette période où l'on sait qu'il faudrait commencer un travail thérapeutique, mais où on trouve toujours une excuse. Alors on fait un peu de développement personnel pour se donner bonne conscience, pour faire illusion. Un petit cours de yoga par-ci, une séance de sophrologie par-là. De la kinésiologie, pourquoi pas, parce que notre meilleur ami nous en a parlé. Ou alors vous allez voir un rebouteux magnétiseur conseillé par le cousin, de la voisine, du beau-frère. Bref, vous avez compris. Mais en vérité, on tourne autour du pot. Et puis un jour, on finit par y aller. À reculons parfois, en retard souvent, on appelle ça un acte manqué. Et ce n'est jamais anodin. On peut même en faire un sujet de séance. Alors oui, écrire ce podcast m'a rappelé tout ça. Ce moment où l'on s'y met enfin, mais en étant un peu à côté, la tête ailleurs. Et puis finalement, on arrive à se mettre dedans, mais parfois trop tard. C'était le moment pour moi d'aller récupérer les enfants à l'école. Un peu comme en séance, vous voyez, ce moment où le patient se lève, enfile son manteau et on se tient là, debout devant la porte, presque la main sur la poignée. Et là, le patient balance la phrase, celle qu'on attendait depuis des semaines, ou qu'on n'attendait pas du tout d'ailleurs. Un « au fait » ou bien un « je vous ai pas dit mais… » Un truc suspendu comme ça, jeté au seuil, qui change tout. Ben voilà, avec mon podcast, c'était pareil. C'était pile au moment où je devais m'arrêter de travailler que l'inspiration venait. Mais du coup, je devais attendre la prochaine session de travail pour coucher sur le papier mes idées. Un peu comme en thérapie quand le patient balance ce qu'on appelle une bombe et qu'on va devoir attendre la prochaine séance pour vraiment pouvoir en parler. Mais même si le timing n'est pas tout à fait bon, on a quand même avancé. Et heureusement qu'il y avait Marion du podcast Psy des reçus. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Son soutien, sa présence, ses mots ont été précieux. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ah ouais, je comprends. Moi aussi, ça me fait ça sur les épisodes de Psy des reçus. Mais, tu sais, j'ai l'habitude de dire que les accouchements se font dans la douleur. Alors, t'inquiète pas, ça va aller. Tu finiras quand même par accoucher de cet épisode. Son message m'a fait sourire et vraiment, ça m'a porté. Je disais donc qu'arrive un moment où quelque chose émerge. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir se mettre au travail. Que ce soit dans le processus thérapeutique ou dans l'écriture de ces épisodes. Ce qui était jusque-là pour moi difficile et quasi douloureux le devenait de moins en moins. Alors que je m'en faisais une montagne, là j'étais sur une partie plane, ça coulait de source. Mon plan était enfin prêt, les extraits alignés, les transitions évidentes, sauf que j'avais 60 pages. Trop long, beaucoup trop long, Jeanne. Et là encore, j'ai pensé à la thérapie. Parfois, on pense que ça va aller vite, en 2-3 séances, puis une chose en amène une autre. On tire un fil et tout un pan de notre histoire se déplie. Mais plus on avance, plus on se sent léger. Et parfois, il y a nécessité de faire une pause pour intégrer, respirer, laisser décanter et reprendre un peu plus tard un nouveau chapitre. Alors voilà, l'écriture de cet épisode, c'est comme une thérapie. Un peu longue, un peu intense, mais pleine de sens. Et maintenant, rentrons dans le cœur du travail, où il y a des hauts, des bas, des résistances, parfois des moments de grâce. Et le travail qui s'élabore entre les séances, les effets visibles et ceux invisibles. Alors si vous êtes encore là, bravo, c'est que vous êtes prêts pour la suite. Le processus thérapeutique, partie 2. C'est maintenant, la séance reprend.
Donc vous avez pris la décision, vous avez pris rendez-vous, vous avez fait les premières séances, l'alliance s'installe doucement, la demande a été formulée ou est peut-être en voie d'être précisée. Le vrai travail peut commencer. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un parcours fluide, ponctué de quelques révélations, avec un début, un milieu, une fin bien identifiée. En réalité, c'est quand même souvent bien plus complexe. Ce n'est donc pas une erreur de parcours ou bien le signe que vous ne seriez absolument pas fait pour la thérapie, ce sont les mouvements normaux du processus thérapeutique. Il va y avoir tous les mouvements des personnes que l'on rencontre, tous les à-coups du vivant. Une personne ne progresse absolument jamais en ligne droite. On tangue, on tourne en rond, on s'élance, on chute, on se relève, on doute, on reprend. Et tout ça, en fait, c'est absolument normal. C'est même souvent là que ça travaille. Il y a parfois des mouvements qui sont des mouvements de faux mieux, c'est-à-dire qu'on va bien parce qu'on a évité, puis ça revient. C'est pas un échec, c'est vraiment un mouvement naturel. Et puis, il peut aussi y avoir des mouvements de faux pire, c'est-à-dire que notre attention est drainée parce qu'il n'a pas encore changé, alors qu'on ne voit pas le chemin accompli. C'est un peu comme quand on est dans une grande ascension, quand on fait une randonnée, que je monte au Puy de Dôme. À force de monter, on peut avoir des moments de découragement, et si on continue à regarder le sommet à atteindre, forcément, ça peut être un petit peu démoralisant, alors que si on se retourne et qu'on regarde le chemin accompli, on peut se rendre compte de tout ce qui a été escaladé jusque-là. Julien nous explique très bien, à l'aide d'une métaphore, tout ce qui peut concrètement se passer en thérapie. Maëlle, quant à elle, utilise une autre image pour décrire comment elle a vécu une partie de ce travail. Quand on soulève la pierre sur une fourmilière, il y a des milliards de fourmis qui en sortent, J'ai cette image, moi, d'un oignon qu'on découpe et qu'on pèle quand on travaille sur soi et quand on commence à faire un travail sur soi. C'est-à-dire que peler un oignon pour en arriver jusqu'à la fin, en fait, il y aura toujours une couche en dessous et encore, et en plus, ça fait pleurer. Ça fait beaucoup pleurer. Mais après avoir ouvert une couche et découvert un truc, tiens, j'ai travaillé sur cette blessure-là, et boum, il y en a encore une autre, et puis encore après un truc, et puis un secret de famille, et puis machin. Alors c'est vrai qu'il arrive parfois qu'en thérapie, on pense venir pour un sujet en particulier, et finalement, de fil en aiguille, c'est complètement autre chose qui émerge. Alors, ça sort rarement de nulle part. Ça a souvent toujours été là, mais on n'y avait pas forcément prêté attention. Disons que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Quand on débarque en thérapie, on s'imagine qu'on va travailler un sujet en particulier. En tout cas, pour ma part, ça a été le cas. Et au fil des séances, on se rend compte que le sujet qu'on voulait travailler, alors oui, on peut le travailler, mais il y a plein de choses, d'autres choses qui en découlent. Maëlle et Amandine mettent donc en lumière cette impression un peu vertigineuse que le travail ne s'arrête jamais, qu'il y aurait toujours une nouvelle couche à peler, une nouvelle fourmi à déloger. Et c'est là que le rôle du thérapeute est vraiment crucial, pour rappeler au patient le chemin déjà parcouru et pour poser quelques repères. Delphine Pi, thérapeute TCC, s'appuie justement sur des outils concrets pour aider ses patients à mesurer leur avancée. Alors, en thérapie cognitive et comportementale, on a aussi l'habitude de faire passer des évaluations, donc des tests standardisés, en début, en milieu et en fin de thérapie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet aux patients de voir son évolution. Et c'est vrai que quand on travaille sur soi, on a tendance un peu à oublier comment on était au début et parfois à ne pas voir l'évolution et à se décourager que ça prenne du temps. Parce que même les thérapies cognitives et comportementales qui sont étiquetées comme des thérapies assez brèves, assez courtes, eh bien, en fait, c'est pas magique non plus. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose qui se passe en 1 ou 2 séances. Ça va demander quand même du temps et de la persévérance. Et ça demande beaucoup de courage, ça demande un petit peu de temps. Et c'est vrai que des fois, on peut être découragé et d'avoir envie d'arrêter. Des fois, on a l'impression de stagner. Et c'est vrai, des fois, on stagne dans la thérapie parce que c'est pas quelque chose qui est linéaire. Ça peut arriver comme des marches d'escalier, en fait. Des fois, on stagne pendant un moment et hop, on remonte. Ou des fois, même, on redescend et c'est OK de redescendre. C'est pas parce que je rate une marche ou que je dégringole d'1 ou 2 marches que j'arrête de monter mon escalier. Donc, c'est un processus qui est différent pour chaque patient, qui n'est pas linéaire. Et ça, c'est important de le savoir aussi pour pas avoir d'attente irrationnelle par rapport à la thérapie. Et c'est pour ça que les évaluations qu'on passe peuvent être de temps en temps aussi une bonne façon de se rendre compte des progrès accomplis et de tenir le coup, de persévérer pour aller jusqu'au bout de son objectif thérapeutique. Les explications de Delphine sont vraiment très claires. Alors même si vous avez l'impression de patauger, vous êtes quand même en mouvement. Et ce qui compte, c'est d'avancer.
Aurélie nous confie les doutes qu'elle avait au début du processus. Alors, la thérapie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai eu beaucoup de moments de doute. Ça s'est surtout matérialisé en dehors des séances, en fait. Surtout au début, où je savais pas trop ce que je pouvais dire, pas dire. Plus basiquement, je savais pas ce que j'avais besoin de dire ou ce que j'avais envie de dire. Et en ça, ma psy, elle a été très accompagnante, si je peux le dire comme ça. C'est poser les bonnes questions pour m'amener à raconter les choses avec mes propres mots, avec mon propre ressenti. Ça a été beaucoup de pistes de réflexion. Elle me donnait des clés, en fait. Et c'est pour ça que cette thérapie m'a beaucoup apporté. C'est parce que elle m'a beaucoup écoutée, oui, mais elle m'a beaucoup donné de clés pour réfléchir moi-même et arriver moi-même à mes propres conclusions, en fait. Il y a eu un moment aussi où j'ai eu cette crainte, on va dire, de trop raconter ma vie et que peut-être ce que je racontais, c'était trop biaisé par mon vécu, mes sentiments. J'ai eu un moment où je me sentais peut-être pas légitime de raconter tout ça à quelqu'un que finalement je ne connais pas. C'est tout à fait normal, donc, comme Aurélie, d'avoir des appréhensions, des doutes. Mais le thérapeute est justement là pour ça, pour accueillir toutes ces émotions. Et quand un changement advient, il faut parfois du temps, même quand ce changement est souhaité, pour s'y habituer. Vous vous souvenez, Amandine, elle était venue en consultation en pensant que le problème, c'était son couple. On acte la séparation donc avec mon ex-mari, donc le papa de ma fille. Donc il y a encore des hauts, des bas, même si la dépression elle commence un peu à s'atténuer, mais bon, toujours sous traitement, ça a duré très longtemps le traitement. Suite à cette séparation, ben quelque part, alors oui c'est triste, mais quelque part c'était un peu la libération, la libération. Il a fallu quand même s'adapter au nouveau mode de vie aussi, une garde alternée. Ça veut dire que une semaine sur deux, je suis toute seule, hein, et ça, c'est un gros problème pour moi, être seule face à moi-même. C'est en fait un sujet à travailler. Je comprends en fait qu'il y a un gros vide en moi et que c'est ce vide que je dois bosser. Amandine donc pensait que le problème, c'était son couple. Et maintenant qu'elle est séparée, elle comprend qu'il va y avoir un autre sujet à travailler, le vide qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Ça peut arriver que les choses se passent comme ça dans le processus. On pense avoir résolu une problématique et alors une autre survient. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on peut, en tant que patient, se décourager. Donc pendant 3-4 mois, ça a été hyper dur. Ça a été à chaque fois que je sortais, je me disais que c'était encore pire. On te tire les ficelles des choses qui vont pas dans ta vie, donc évidemment que c'est dur. Et il y a un temps à vivre avant d'accepter que tu es en train de faire ce travail-là et que finalement c'est pour du bon. Mais au début, t'as un peu l'impression d'être un masochiste, quoi, ou une masochiste. T'as vraiment cette impression de ça marchera jamais, c'est trop dur en fait. Et puis je lui en voulais et je me disais mais c'est quoi cette personne à qui je donne de l'argent en plus et qui me fait du mal en fait. Enfin, je lui en voulais énormément de me faire sortir des trucs et de me montrer à quel point j'étais nulle, j'étais une merde et que ma vie c'était de la merde. En gros, je pensais ça. Et puis le temps a passé et évidemment j'ai compris que c'était une vision des choses que moi je mettais sur moi, que c'était c'est moi qui pensais ça de ma vie et que il y a eu tout ce temps de déconstruction. Et n'allez pas croire que ces moments de doute ne concernent que les patients. Ça nous arrive aussi à nous en tant que professionnels. Oui, le patient, il est traversé par des mouvements et surtout, faut surtout pas le prendre personnellement. C'est-à-dire que nous, on doit quand même essayer de maintenir un cap avec cette personne. Il faut avant tout, je pense, se remettre en question parce qu'entre ce qu'on veut dire, ce qu'on finit par dire, ce que la personne comprend, ce qu'elle entend, il y a quand même toute une gamme de sons de cloche qui sont différents et on n'a pas toujours la possibilité de transmettre ce qu'on a envie de transmettre et on renvoie pas toujours l'image qu'on a envie de renvoyer. Donc cette relation à deux qui s'ébauche au fur et à mesure des mois, des années, elle va avoir des hauts et des bas, hein. C'est une relation humaine, interpersonnelle, donc il y a des moments où on sera en phase, il y a d'autres moments où on se sentira un peu décalé, un peu inutile à la personne, et on a l'impression que la thérapie s'essouffle. Donc il y a des moments de doute aussi chez le psy, hein. Ces moments de doute, qu'ils soient du côté des patients ou des thérapeutes, sont normaux.
Dans d'autres cas, c'est la prise de conscience de l'ampleur du travail qui peut être très déstabilisant. J'ai l'impression, pas forcément d'aller vite. Par contre, je me dis, punaise, il y a du chantier. Et ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas. Moi, je me suis dit, bon, somme toute, en 6 mois, c'est ça. Bon, en fait, je me rends compte que pas du tout. Pas du tout. Et j'étais en mode, ah oui, en fait, je vais avoir une relation longue avec cette psy. Et oui, et en fait, non, en fait, quand j'y vais, je me dis, bon, ben, on va faire ce point-là, puis en fait, ça ouvre d'autres points, on n'a pas vraiment fini ce point, donc en fait, voilà, c'est un arbre avec plein de branches, et tu te dis, ok, je suis au début, quoi, en fait. Je suis vraiment au début du tronc, il y a vraiment les branches, quoi. Donc, il y aura du travail. Mais bon, voilà, c'est le jeu et c'est l'engagement, quoi. Uriel utilise ici le mot d'engagement et je crois que ce terme est vraiment très juste. En effet, la thérapie, c'est ça, s'engager dans ce travail même si on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et surtout, ne pas baisser les bras quand on se sent un peu trop en difficulté. Ça serait quand même dommage de mettre en échec des mois de travail dès que vous sentez que ça devient trop dur pour vous. Le thérapeute est là pour ça, pour vous soutenir dans ces moments-là qui vous paraissent parfois impossibles à traverser. Alors la thérapie, c'est ça aussi, c'est s'engager pleinement, activement, dans ce processus qui déborde largement le cadre de la séance. C'est bien sûr un travail qui s'amorce entre les murs du cabinet, mais qui continue hors les murs. Parce que oui, il y a tout ce qui se joue en dehors du cabinet. Les graines qu'on plante en séance avec notre psy vont continuer de germer entre 2 séances. Il faut parfois du temps, de l'espace pour que ça mûrisse, doucement. Amandine l'a expérimenté. Dans sa dernière thérapie, les séances étaient un peu plus espacées. Et c'est justement dans cet entre-deux qu'un travail souterrain a pu se faire tout en douceur. Et en fait, on peut dire que ce mois de latence entre chaque séance, il est essentiel parce que peut-être de manière inconsciente, alors il y a des manières conscientes mais aussi inconscientes. La manière consciente, c'est que on se remémore un peu tous les échanges qu'il y a eu avec la thérapeute. Ça fait forcément écho, on fait des liens en fait, on fait des liens sur ce qu'on a pu traverser, on fait des liens entre le présent et l'enfance, et aussi je pense que de manière inconsciente, à force de travailler, on avance. Et c'est comme ça, sans même qu'on en ait conscience parfois, que les choses commencent à bouger. Maëlle nous explique qu'il lui a fallu du temps pour comprendre que les choses avaient enfin changé. Et il y a eu ce moment où je me suis rendu compte que j'avais évolué et que j'étais plus la même personne. Et je me voyais moi-même changer physiquement. Je me voyais arriver dans son cabinet, je me disais, attends, mais il y a un an, je ressemblais tellement pas à ça, j'étais tellement pas la même personne. Et dans ce travail qui bien souvent mène au changement, il peut y avoir un moment de flottement entre le plus jamais ça et le pas encore autrement. Je disais souvent à mes patients que cette phase est absolument normale. On sait à ce moment-là de la thérapie qu'on ne veut plus être comme avant, mais on n'a pas encore les clés pour être comme après. Cette période est particulièrement inconfortable pour le patient, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut s'accrocher et continuer. Et ça arrive que certains patients puissent sentir un petit moment de vacillement, un petit moment, je pense, de redéfinition un peu de son identité, de sa manière de fonctionner. Moi, je pense que plus ça se fait progressivement, plus ça tient dans le temps. Et c'est vrai que ça peut être un rythme qu'il ne faut pas une nécessité de rythme, de temps à prendre qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce que nous dit Ariane, c'est que les changements s'inscrivent dans le temps. Et que ce temps-là, finalement, laisse au patient la possibilité de s'habituer à ce qu'il est en train de devenir. À savoir une version un peu différente de soi-même. Plus affirmée, plus confiante. Et je n'ai pas dit la meilleure version de soi-même. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous recommande la série humoristique avec Blanche Gardin qui porte le même nom. Elle parodie une personne qui, à travers des pratiques New Age, cherche justement à devenir la meilleure version d'elle-même. C'est assez grinçant, mais moi j'aime bien ce genre d'humour. Ce moment de vacillement, comme dit Ariane, Amandine l'a connu elle aussi. Au fil des séances, ce qui ressemblait au départ à un simple mal-être dans son couple s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. La thérapie a été le lieu d'une révélation intime, d'une redéfinition du soi. C'est là, dans cet espace de sécurité, qu'elle a pu mettre des mots sur une part de son identité qu'elle n'avait encore jamais pu nommer, son attirance pour les femmes. Donc je pense que là, déjà, rien que le fait de m'assumer sur mon identité sexuelle, déjà, ça a été vraiment un gros cap pour moi et qui m'a permis aussi de pouvoir me regarder dans un miroir, tout simplement. Une fois qu'Amandine a eu quitté son mari, qu'elle a pu accepter son homosexualité, Amandine s'est alors confrontée à toute autre chose. Quelque chose de plus diffus, quelque chose de plus lointain. Au fil des mois, j'ai compris qu'il fallait que je sois vraiment seule. Il fallait vraiment
c'était un gros défi pour moi, un gros exercice en fait de rester seule et de combler ce vide, mais d'autres manières. Et ça, c'est aussi vraiment en thérapie que j'ai pu le comprendre et que j'ai pu mettre des choses en place, mais beaucoup plus saines. Un jour en thérapie, j'avais dit que je serais guérie le jour où j'arriverais à lire un livre. Bon, j'en ai lu qu'un, mais j'en ai lu un. Voilà. Je sais pas si je peux dire que je suis totalement guérie. Mais en tout cas, aujourd'hui, alors oui, le vide, il est toujours. Je peux pas dire le contraire. En tout cas, je pense que ce vide, je l'ai apprivoisé petit à petit. Il y a des phases où je vais complètement accepter ce vide et où je vais me sentir bien chez moi, où je vais cuisiner, où je vais faire du coloriage, où je vais occuper en fait ce vide par des activités plutôt saines pour moi. Et puis il y a des phases où je ne sais comment l'expliquer, peut-être le mauvais temps, les périodes des fêtes où oui, c'est plus difficile en fait d'accepter ce vide, il faut faire avec, mais je sais aussi que ça va être que quelque temps et que je vais rebondir. Au final, je comprends quand même que ce vide, il faut l'accepter. On peut pas tout travailler, on peut pas aller bien à 100% dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut juste l'accepter et vivre avec. Alors après, il faut mettre des choses en place aussi pour arriver à vivre avec. Alors oui, en effet, la thérapie ne répare pas tout. Elle n'efface pas les blessures. Elle n'élimine pas totalement pour Amandine cette sensation de vide, mais elle transforme le rapport qu'on entretient avec nos propres vulnérabilités. Et Amandine nous explique très bien ce processus de réappropriation. Donc je pense que quand j'ai commencé ma thérapie, en gros c'est la petite fille qui débarque en thérapie et qui veut travailler sur un sujet ou divers sujets. En fait, avec du recul et même au fil des mois, on se rend compte que la petite fille elle grandit. On ne devient pas adulte du jour au lendemain. Donc cette petite fille elle grandit et en fait, en fin de thérapie, la petite fille, elle devient adulte. Alors, elle devient adulte avec son passé, avec ses failles, avec ses fragilités. En tout cas, c'est un adulte qui a toutes les clés pour avancer de la meilleure des façons, quoi. Je crois que dès l'instant où on comprend que finalement la personne qui se présente en thérapie, dès l'instant où on comprend que c'est la petite fille et non l'adulte, ça laisse des portes pour avancer et évoluer. Et en fait, je crois que le thérapeute, il nous amène du coup de la confiance en appuyant sur ce fait-là que, oui, là c'est la petite fille qui reprend du début. Et quelque part, juste de savoir ça, que en fait finalement, moi j'appelle ça une renaissance. Juste de savoir que finalement on recommence un peu. On appuie sur reset et on recommence. Et juste ça amène de la confiance et ça amène à se dire, oui, là, t'as encore tout le chemin en fait pour avancer et pour voir le bout du tunnel et arriver en fait finalement à l'adulte et à l'apaisement, j'ai envie de dire. Quand le patient commence à se réapproprier son histoire, à puiser dans ses propres ressources, alors un autre type de besoin peut émerger. Celui d'éprouver ce qu'il a intégré par lui-même, et donc de suspendre la thérapie. Et la suspension, dans ce contexte, n'est pas du tout un échec. C'est un moment pour tester, en dehors du cadre soutenant de la thérapie. Et parfois, la vie nous remet sur la route une problématique qu'on pensait avoir dépassée, ou bien un nouveau pan de son histoire qui surgit, et qui demande alors à être travaillé. Ariane nous dit que ce qui compte, c'est que la porte du thérapeute reste ouverte. Les gens peuvent ensuite arrêter leur thérapie pour tout un tas de bonnes raisons très légitimes. L'aspect financier, des choses dans la vie qui se passent, parfois le besoin d'aller se nourrir d'autres expériences. Et puis ce qui est assez curieux, c'est de voir que certains partent, puis parfois reviennent des mois plus tard, des années plus tard, et que c'est totalement ok. Et je pense que laisser cette liberté-là aux gens de pouvoir faire leur expérience leur offre aussi la possibilité et la sécurité de revenir quand ils en ressentent le besoin. Donc ça, c'est des aspects qui peuvent intervenir au cours de la thérapie. C'est exactement ce qu'Aurélie a vécu. Convaincue à un moment donné d'avoir franchi une étape importante pour elle, elle a décidé d'interrompre les séances. Mais très vite, elle s'est confrontée à une nouvelle difficulté. Et alors, elle a compris qu'elle avait peut-être arrêté un peu trop tôt sa thérapie et qu'elle avait encore des choses à travailler. Il y a un moment donné où j'ai cru aller mieux, où je me suis dit, c'est bon,
mon deuil a été fait, ce problème-là, il est résolu. Donc à ce moment-là, selon moi, j'avais pas besoin d'autres séances, j'avais pas besoin d'être encore accompagnée. Donc on a pris la décision d'arrêter les séances. Sauf que du coup, ça s'est pas vraiment passé comme prévu à l'arrêt des séances. On peut dire que j'ai fait une pause de 2 mois dans mes séances de thérapie. Et ces 2 mois ont été très très longs. Ces 2 mois, ils ont été très très longs, ils ont été très durs à vivre. J'étais vraiment dans une détresse psychologique. Alors oui, sur certains aspects, ça allait mieux, mais d'autres étaient compliqués à gérer. Et au bout de 2 mois, je me suis vraiment rendue à l'évidence que je pouvais pas rester dans cet état-là, que j'avais pu avancer sur certains points, il fallait que j'avance sur d'autres. Donc au bout de 2 mois et après un moment très compliqué dans ma vie personnelle, j'ai repris contact avec ma psy pour une reprise des séances. Ce qui est intéressant à observer ici, c'est que cette suspension de thérapie, pour Aurélie, lui permet finalement de se réengager pleinement dans le processus thérapeutique. Elle ne vient pas sur les conseils de son médecin traitant, c'est elle qui à ce moment-là prend la décision de poursuivre la thérapie et elle le fait pour elle. Et je considère, avec le recul, que pour moi, c'est à ce moment-là que le vrai travail sur moi a commencé. En fait, je le vois un petit peu comme le deuil, c'était un peu le gros nuage qui cachait tous les autres. Donc là, j'ai vraiment commencé à parler beaucoup plus librement de beaucoup d'autres choses. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, cette décision de reprendre les séances, c'était ma décision. C'était pas sur conseil très appuyé du médecin, c'était pas parce que mon compagnon le voulait, c'était pas parce que ça rassurait mes parents, c'est parce que j'en avais besoin, mais surtout parce que j'en avais envie. Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir ce sas de décompression pour vider mon sac sans jugement, sans moquerie, c'était vraiment salvateur pour moi à cette période-là de ma vie. Et avec les clés dont j'ai déjà parlé, c'était vraiment nécessaire pour moi pour avancer et pour guérir de plusieurs blessures. C'était vraiment ce qu'il me fallait à moi pour aller mieux, pour me sentir mieux dans ma peau, dans mon corps et dans ma vie en fait. Vous l'aurez compris, le travail sur soi ne se fait pas du tout de façon linéaire. J'aime bien utiliser la métaphore de l'enfant qui apprend à marcher. Avant de se tenir debout de façon stable, il va procéder par essai-erreur jusqu'à trouver son point d'équilibre. Et enfin, marcher seul. La thérapie, c'est un peu la même chose. Pendant tout un temps, l'aide du thérapeute est précieuse jusqu'au jour où on peut s'en passer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne tombera plus jamais, mais grâce à la thérapie, le patient a appris à se relever et à continuer d'avancer. Ariane nous explique très bien ce qui se passe au cours de la thérapie. Aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent se sentir davantage adultes, davantage en contact avec leurs compétences émotionnelles, cognitives, affectives, et que quand on a une meilleure maîtrise de soi, on peut agir vraiment différemment. Donc on voit des gens qui peuvent quitter progressivement cet état du tout petit, vulnérable et atteindre quelque chose de plus accordé à l'adulte qu'ils sont devenus et ce dont l'adulte a besoin. C'est aussi des adultes qui apprennent à répondre à leurs propres besoins, à devenir leurs propres parents, là où leurs parents réels ont pu, pour plein de raisons, manquer de disponibilité, manquer d'instruction, manquer de sensibilité pour répondre aux besoins du petit enfant qu'ils avaient en face d'eux. Bon, les personnes qui font ce processus-là arrivent davantage à identifier ce dont ils ont besoin. Ce que nous dit Ariane ici rappelle tout à fait les propos d'Amandine, quand elle explique que c'est la petite fille qui est allée en thérapie et qu'au fur et à mesure, elle a pu grandir et devenir adulte. Alors quand arrive ce moment-là, en tant que thérapeute, on sent que la fin de la thérapie approche. On considère que le patient est désormais suffisamment autonome pour pouvoir se passer des séances et de la relation thérapeutique. Je disais souvent à mes patients que l'efficacité d'une thérapie ne se mesure pas à la disparition des symptômes, même si cela peut arriver, mais à cette capacité nouvelle de faire face. Observer ses propres mécanismes, accueillir ses émotions, traverser les tempêtes sans se noyer et rebondir encore et toujours. La vie se poursuit malgré tout et elle continuera de nous réserver des surprises, des bonnes et des moins bonnes. Et c'est justement dans notre manière d'y réagir que l'on mesure les effets du travail thérapeutique. L'évolution, c'est sûr qu'elle a été là. Alors y mettre des mots dessus, j'ai pas d'exemple type, mais c'est sûr qu'au fil du mois, là, c'est une image que je fais, mais en fait, on grandit, mais on grandit sans s'en rendre compte, et puis jusqu'au beau jour où en fait, ce qui nous aurait affecté il y a 6 mois, ça nous affecte plus.
où moi j'aurais eu tendance à être anxieuse pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis plus du tout anxieuse, ça serait mentir, mais je le suis moins. La relation avec ma fille aussi, qui a changé au fil de la thérapie, parce qu'on met des mots sur des mots et que finalement, mais oui, ça fait partie du processus. Voilà donc ce qui risque de vous arriver si vous aussi vous décidez d'aller en thérapie. De voir les choses évoluer, changer dans le rapport que vous entretenez à vous-même, mais aussi aux autres. Et le temps qu'il faut pour y arriver dépend de tout un chacun. En fait, il y a pas de... Je peux pas dire qu'il y a un élément phare qui te dit ça y est, tu vas mieux. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe au fil des mois. Et je crois que sur les derniers mois, où je fais les séances, clairement, il y a un apaisement qui s'est quand même dessiné. Je me sens plus du tout la petite fille. Je me sens plus être la petite fille hyper fragile, hyper anxieuse, tout le temps en questionnement. Je crois que les questionnements, ils s'amendent en fait. Ils s'amendent au fil du temps. Et ça, je le vois dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'adulte. Je le vois dans ma vie de maman, où la relation à ma fille, elle est plus la même. Ça, par contre, c'est quelque chose que je peux voir, moi, tous les jours. Au final, il y a une certaine assurance qui se crée. Il y a de la confiance en soi. Alors même s'il est difficile de dire clairement ce qui a changé, l'un des signes que le travail thérapeutique a été efficace, c'est ce basculement dans le regard qu'on porte sur sa propre histoire. J'ai compris aussi que finalement, ces 10 années, ça n'a pas été que de la souffrance. Parce que quand je me suis dit j'ai gâché 10 ans, non, j'ai rien gâché du tout parce que au final, j'ai eu une petite fille. Et puis voilà, je me suis construite comme ça et j'ai été obligée de passer par ces étapes pour en arriver là. Donc finalement, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a pas de regret. Voilà, il n'y a pas de regret. C'est pas une perte de temps, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de 10 années de vie que j'ai vécu comme ça. Avant la thérapie ou même pendant la thérapie, c'est comme si on était un pilier. Donc avant ou pendant, quand il y a de fortes secousses, on peut s'imaginer du vent. Finalement, ce pilier, il est secoué dans tous les sens et limite à tomber. Et après thérapie, le pilier, oui, il peut bouger un petit peu, mais finalement, il reste ancré au sol. Amandine a repris la métaphore que je partage souvent avec mes patients pour parler des effets que la thérapie ICV a eu sur moi. Grâce à ce travail, j'avais désormais la sensation de tenir bien droit dans mon axe. Je me sentais à la fois plus forte et plus ancrée. On parle de solidité du soi central en thérapie LIICV. C'est une expression qui reprend les termes utilisés en biologie moléculaire. Et dans le même temps, j'avais développé cette souplesse, cette flexibilité qui permet de suivre les mouvements de la vie sans fêlure ni rupture. Et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Avant la thérapie, je me laissais beaucoup plus affecter et surtout, je mettais beaucoup plus de temps à me relever de certaines situations. Alors, pour reprendre l'image du roseau, il ne s'agit pas de dire au cours ou à l'issue d'une thérapie que tout va bien, mais plutôt de sentir qu'on va mieux, autrement, avec plus de conscience, plus de solidité. Pas parce que les difficultés ont disparu, mais parce qu'on sait désormais les traverser différemment. La thérapie ne rend pas invincible, elle permet d'apprivoiser ce qui nous traverse, de répondre avec plus de justesse à ce que la vie nous impose. Et peu à peu, quelque chose change. On n'a plus besoin des interprétations du thérapeute, on commence à repérer soi-même ses schémas, à comprendre ses réactions et à mettre du sens sur ce qui nous arrive. On gagne en autonomie en sorte, on devient acteur de sa propre compréhension. Alors, une question se pose, incontournable et parfois délicate. Comment et quand décide-t-on de la fin de la thérapie ? Est-ce que c'est le patient qui le sent ou bien le thérapeute qui le propose ? Est-ce une vraie fin ou juste une transition, une évolution ? Parce qu'on n'est plus au même endroit, parce qu'on n'a plus les mêmes besoins ? Alors, comment sait-on qu'il est temps de refermer ce chapitre ? Décider d'arrêter une thérapie, c'est parfois plus complexe qu'il n'y paraît. Même lorsqu'on sent que le travail est allé au bout d'un cycle ou que le besoin a évolué, une forme d'ambivalence peut s'installer. Il peut y avoir la peur d'arrêter trop tôt, bien sûr, mais il y a aussi parfois un drôle de sentiment qui s'invite, celui de trahir son ou sa thérapeute. Parce que ce lien, tissé au fil des séances, a souvent quelque chose de très fort. Et rompre ce lien, même temporairement, n'est jamais anodin. Mais n'ayez crainte, la fin n'arrive jamais du jour au lendemain, elle se prépare. Il y a eu ce moment un peu de décalage
du coup mon parcours et mon processus thérapeutique, mais aussi avec l'Alliance, qui a été un vrai questionnement concernant la loyauté qu'on a envers ces thérapeutes, parce que tu as l'impression de les trahir et de leur faire du mal en disant que tu veux plus travailler avec eux aussi, et d'arriver à faire la différence entre c'est pas personnel, mais c'est le type de travail qui ne me plaît plus, non, pas qui ne me plaît plus, mais qui ne me correspond plus. C'est tout à fait normal que les patients puissent se dire ce genre de choses, mais évidemment, il n'en est rien. Le patient, en décidant d'arrêter sa thérapie, ne quitte pas son thérapeute, mais il met fin définitivement ou momentanément à ce processus. Et puis cela n'exclut pas de reprendre plus tard, ni même de s'engager ailleurs d'ailleurs, ou alors à un autre moment de la vie. Et si toutefois votre thérapeute le prend mal, c'est son problème, pas le vôtre. Alors bien sûr, ça nous arrive de penser que le patient n'est pas prêt à arrêter, qu'il y aurait encore des choses essentielles à travailler. Mais ce travail vous appartient et vous êtes les seuls maîtres à bord. Ce travail ne peut pas se faire sans vous, alors ça ne sert à rien de rester en thérapie alors que vous n'êtes pas ou plus investi dans ce travail. Vous êtes donc libre de partir quand vous voulez. Mais c'est quand même préférable de préparer ce départ. Je sais que c'est pas terminé, mais je sais très bien que je suis une personne qui va vouloir et qui va avoir à aller voir des psys et d'autres thérapeutes pendant longtemps, si ça se trouve pendant toute ma vie, je sais pas. Simplement parce que je pense que ça tout le monde en a besoin, en fait, à tout âge de la vie. Finalement, Maëlle le vit plus comme une respiration dans ce processus thérapeutique et il y a des chances qu'elle sollicite dans le futur un autre thérapeute. Mettre fin à une thérapie, c'est parfois refermer une porte pour en ouvrir une autre. Un autre professionnel, une autre approche, un autre moment de vie. Comme Maëlle, certains patients sentent que le cadre ne leur convient plus. Et ce n'est ni un échec ni une rupture, c'est un ajustement, parfois difficile à faire mais souvent nécessaire. Et puis ce besoin d'arrêter un suivi peut aussi concerner les professionnels, les psychologues. Pour plein de raisons différentes, le professionnel peut ne plus se sentir en capacité de suivre un patient. Et sur ce point, le code de déontologie est très clair. On ne prend pas en charge une mission que l'on n'est pas en mesure d'assurer pleinement. C'est alors à ce moment-là pertinent de passer la main. Être psychologue, c'est aussi ça. Savoir dire stop quand l'engagement n'est plus juste, pour le respect du patient, de soi et du cadre. Alors peut-être que vous imaginez la fin de la thérapie comme un aboutissement clair, une ligne d'arrivée bien dessinée. Mais dans les faits, c'est souvent plus diffus. Pas de moment solennel, pas toujours de grandes révélations. C'est plutôt un ressenti qui s'installe comme ça peu à peu. Celui d'avoir parcouru un chemin, d'avoir intégré l'essentiel, pour le moment en tout cas. Alors finir une thérapie, ce n'est pas refermer un livre, c'est simplement tourner une page. En règle générale, dans les démarrages, on se fixe un objectif ensemble, on fait une boucle et ensuite on élabore ensemble, à la fin de cette boucle, s'il y a nécessité de repartir sur une autre ou pas. Et du coup, la fin d'une boucle, qui peut marquer la fin de la thérapie, c'est pas forcément quand tout va bien, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand la personne a retrouvé de l'autonomie, qu'elle se sent en capacité de continuer seule, avec ce qu'elle a compris, intégré, conquis. En fait, on va faire un bilan, on va célébrer tous les grands et petits déplacements, on anticipe les risques de rechute, on ritualise la sortie, et parfois on garde une porte entrouverte. Voilà, tu sais où me trouver si besoin. Mais la relation thérapeutique s'efface parce que la personne reprend sa propre marche. Ça, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attentif, moi, en tant que thérapeute, à ne pas me rendre indispensable à l'équilibre d'une personne ou d'un système, c'est-à-dire d'un couple, d'une famille, etc. Parce que si leur équilibre repose sur ma place dans leur système en tant que thérapeute, à partir de ce moment-là, je ne les ai absolument pas accompagnés à être autonomes, à résoudre les problèmes qui se présentent à eux, mais je me suis rendu indispensable et d'une certaine manière, je les ai clientisés, si je vais dire les choses comme ça. Et l'objectif de la thérapie est justement de pouvoir s'en passer. On n'a aucun intérêt, en tout cas dans les approches modernes, à faire durer plus que nécessaire ce travail. Delphine aussi raisonne en termes d'objectifs thérapeutiques. Et je crois en effet qu'il est indispensable de pouvoir les identifier dès le début pour pouvoir s'y référer et se repérer quant à l'évolution du travail. En TCC, c'est assez rassurant pour les patients d'avoir un ou des objectifs thérapeutiques parce que on sait que quand on les aura atteints, la thérapie sera terminée. Donc, on sait qu'il y a un début et une fin à la thérapie. Moi, ça m'arrive de donner un ordre d'idée du nombre de séances, sachant qu'on ne sait jamais exactement comment on va évoluer. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus lent.
Mais voilà, on se réfère toujours à notre objectif thérapeutique et c'est ça vraiment qu'on va viser. Je pense que si on n'a pas de point de destination, c'est difficile d'avancer en fait. En tous les cas, moi, je saurais pas faire. De pas avoir d'objectif thérapeutique, je serais quand même un peu embêtée. Donc, je trouve ça hyper rassurant à la fois pour le psy parce qu'il sait où il va et quels outils il va utiliser pour y aller. Et c'est rassurant aussi pour le patient de pouvoir voir cette ligne en fait, départ-arrivée. Et ça arrive des fois que le patient veuille arrêter avant et c'est OK. Si c'est pas un problème pour le patient, c'est pas un problème pour moi. Voilà, on n'est pas aussi en tant que psy dans l'idée de rendre parfait, d'enlever toutes les particularités de la personne. C'est vraiment en fonction de son propre ressenti, de ses propres objectifs et de sa propre souffrance. Et il y a aussi l'idée du côté handicapant, c'est-à-dire que à un moment, l'idée, c'est que ce ne soit plus handicapant. On peut rester anxieux, par exemple, si on a un trouble anxieux généralisé, bien peut-être qu'on va rester plus anxieux que la moyenne, mais on va savoir le réguler. Ça va plus être un problème dans notre quotidien. On va réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire sans être dans l'évitement. Et donc, c'est plus handicapant. Et des fois, ça convient aux patients. Et je trouve que nous, psy, on n'est personne pour dire non, faut aller plus loin, faut supprimer complètement l'anxiété. Je dirais que chacun va là où il a envie d'aller. Alors parfois, c'est le patient qui décide de mettre fin à sa thérapie, car il sent que l'objectif est atteint, que l'équilibre qu'il a retrouvé lui suffit. Et parfois, il arrive que ce soit le thérapeute qui donne l'impulsion de la fin de la thérapie. Parce qu'il sent que la personne est prête, parce qu'il sent que le travail, à ce moment-là, a déjà fait son œuvre. Mais dans tous les cas, cette fin ne s'improvise pas. Elle se prépare, souvent plusieurs mois à l'avance, en douceur, avec tact et justesse. À la fin de la thérapie, c'est toujours un moment quand même difficile parce que il faut à la fois expliquer à la personne que ça y est, on l'estime suffisamment solide et suffisamment capable d'autogestion pour reprendre le cours de sa vie. À la fois, moi, ça me fait aussi plaisir de continuer à voir des gens qui vont bien parce que du coup, ça fait du bien de voir aussi que nos thérapies, elles permettent aux gens de reprendre leur vie. Ça n'empêche pas qu'il faille à un moment être dans la possibilité de terminer des suivis parce que il s'agit pas de produire éternellement des suivis qui ne servent plus à rien et qui parfois handicapent et alourdissent les personnes. Pour ne rien vous cacher, quand ma psy m'a annoncé qu'elle pensait que notre travail avec la thérapie LI-ICV touchait à sa fin, j'ai, pas été tout de suite d'accord avec ça. Au fond, je savais qu'elle avait raison. Mais de là à me passer de nos séances, j'étais pas tout à fait prête à ça. Alors on a d'abord espacé, et puis un jour, c'était évident. C'était la dernière séance. C'est comme ça que ma thérapie s'est arrêtée. Comme Aurélie, j'étais un peu triste que ce travail s'arrête. C'est toujours difficile de se passer de quelque chose qui nous fait du bien, même si on sait qu'on n'en a plus besoin. Donc avant l'arrêt définitif des séances, c'est vrai qu'elles étaient beaucoup plus espacées parce que j'avais beaucoup moins de besoin de penser mes plaies. Par contre, ça a toujours été une bulle d'oxygène pour moi, ces séances. D'avoir comme je le disais avant, ce sas de décompression, de pouvoir vider mon sac, de parler de mes frustrations, de parler de ce que j'avais pu faire de bien, de moins bien, de ce que j'aurais pu faire mieux. Toujours dans ce cadre de safe place où vraiment j'étais pas jugée. Donc sur la fin de la thérapie, je considère que j'allais vraiment mieux, que j'avais réglé beaucoup de choses, où j'avais au moins les clés pour gérer pas mal de choses, pas mal de mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais cette thérapie, elle a quand même eu une fin, malheureusement. Une ambivalence classique, quitter un espace et une personne qui a compté pour nous, tout en sachant par ailleurs qu'on est désormais capable de s'en passer. J'avais l'habitude de dire à mes patients en fin de thérapie qu'on ne se disait pas adieu, mais seulement au revoir. Autrement dit que la thérapie était suspendue et non terminée. Même si dans les faits, les patients ne reviennent pas vers nous, ils savent qu'ils peuvent le faire s'ils en ont besoin. Quand on vit un processus thérapeutique assez abouti, où on se sent parfois soigné, parfois guéri, parfois autonome en fait, et qu'à partir de ce moment-là, c'est totalement ok d'espacer et puis d'arrêter et puis de se rendre disponible si à un moment dans la vie quelque chose nécessite de remettre une pièce dans le jukebox, mais voilà. Pour Amandine aussi, la fin de ce travail est un peu aller de soi, même si elle sait que tout n'est pas complètement réglé. Au final, il y a une certaine assurance qui se crée, il y a de la confiance en soi.
Et arrive un beau jour où il faut dire au revoir au thérapeute. Là, c'est pareil, j'extrapole, ça se passe pas forcément comme ça, mais en tout cas, le mieux-être fait que la fin de la thérapie se dessine. Voilà, j'ai conscience quand même que j'ai mes difficultés. Le fameux vide dont je parle, il n'a pas disparu, hein, il y est toujours. Maintenant, je crois que la thérapie m'a permis aussi de l'apprivoiser, ce vide, et de vivre avec, tout simplement. J'aurais pas dit mieux. La thérapie, ça sert à ça, finalement. À apprendre à vivre avec, quel que soit le sujet qui nous concerne. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, mais avant de nous quitter, je voudrais donner la parole une dernière fois à mes intervenants. Ils ont des petits conseils à vous donner. Déjà, c'est ce que je dis aussi dans mon bouquin. Je trouve que quand on traverse une épreuve de vie ou une difficulté en santé mentale, que ce soit de l'insomnie, de l'anxiété qui s'emballe, on arrive à fonctionner, mais on sent que c'est en train de nous grignoter. Je trouve que le médecin généraliste, le médecin de famille, c'est quand même quelqu'un ressource. Le médecin généraliste, il va pouvoir aussi, avant de parler de la psychologie ou de la psychiatrie, éliminer ce qui est physique, ce qui est purement physique. Je dirais que toute souffrance est légitime. Souvent, j'entends « oui, mais moi, je vais pas très mal, donc pas besoin d'aller chez le psy ou je vais prendre la place de quelqu'un ». Et ça m'agace parce que je trouve que toute souffrance est légitime et que même au contraire, ça peut être chouette d'aller chez le psy avant d'être dans un trouble. Parce qu'en quelques séances, on peut donner des clés qui vont empêcher de tomber dans le trouble. On est plutôt dans la prévention et on prend la place de personne. Chaque souffrance est légitime à prendre en charge. Voilà, c'est vraiment ça que j'aurais envie de dire. En fait, je crois qu'il faut se dire que c'est pas du tout une tare que d'aller voir un thérapeute. Je crois qu'il faut s'enlever tout ça de la tête. Faut pas avoir peur d'être jugé. Déjà, on n'est pas obligé de dire qu'on va consulter. Et je crois en fait que finalement, on n'a pas forcément, alors l'expression elle est bizarre, mais on n'a pas besoin d'être au fond du seau pour consulter en fait. Il faut l'avoir, ce déclic d'aller voir un thérapeute. Franchement, c'est pas forcément facile. Hein. Je crois que dès l'instant où on y pense, il faut foncer, il faut y aller. Dès que la lumière s'allume, ouais. Faut en profiter quoi. Donc moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est allez-y. C'est pas facile, c'est pas agréable. Pour autant, je pense qu'il faut le faire tant que ça va bien, parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Alors ça peut mettre du temps pour trouver la bonne personne, mais pourtant, je trouve que c'est tellement important, parce que prendre soin de sa santé mentale, c'est vraiment prendre soin de sa santé tout court. J'ai vu les effets bénéfiques quand ma santé mentale allait mieux, ma santé physique allait mieux. Tout est lié. Et c'est pas une légende, c'est pas un mythe, c'est juste la réalité. Quand on se sent bien dans sa tête, on fait tout pour se sentir bien dans son corps et en général, ça va de pair. Je pense que si j'avais un conseil à donner pour les personnes qui ont pu avoir de mauvaises expériences par le passé, c'est de pouvoir peut-être responsabiliser davantage la relation. Voilà, avec cette personne, ça le faisait pas. De pas se décourager et de continuer à chercher. C'est important de pouvoir essayer de choisir son thérapeute. Je conseille aux gens de demander à la personne qu'ils ont en face d'eux, déjà quel est leur cursus, est-ce qu'ils ont fait la fac de médecine, est-ce qu'ils ont fait la fac de psychologie, est-ce qu'ils sont psychiatres, psychologues. Pas hésiter à demander les formations, les diplômes aussi. Hein. Normalement, les gens sont censés pouvoir vous fournir leur diplôme pour attester qu'ils sont compétents et qu'ils peuvent prétendre prendre en charge votre santé mentale. Voilà, donc déjà, demander à qui on a affaire, c'est important, je trouve. Et ça permet déjà de savoir où on va. Et pour celles et ceux qui n'osent pas commencer la thérapie, j'aurais envie de dire, tu n'as pas besoin d'être sûr, juste d'être curieux ou curieuse. Commencer une thérapie, c'est pas signer pour 10 ans, c'est juste oser un premier pas, venir voir, tester. C'est un mouvement pour soi, c'est pas une preuve de faiblesse. Et j'aurais envie de dire que si tu y penses, c'est qu'une partie de toi est déjà en train d'avancer. Alors écoute cette partie-là et laisse-la t'emmener. T'as pas à tout comprendre pour commencer, juste besoin de vouloir te rencontrer. Je termine donc cet épisode comme je l'ai commencé, avec les mots de Julien Besse. Si vous aimez ce qu'il raconte, je vous encourage vivement à aller découvrir sa chaîne YouTube, son podcast Confidence de thérapeute. Et si vous êtes psychologue-psychothérapeute, vous pouvez même vous former à ses côtés, via son organisme Complexe Systémique.
nous arrivons à la fin de ces 2 épisodes sur le processus thérapeutique. Il me paraissait essentiel, avant de vous parler des motifs de consultation, de prendre le temps de vous expliquer comment se déroule une thérapie. De la prise de conscience des symptômes ou d'un certain mal-être, jusqu'au moment où on décide de mettre fin à ce processus. Le moins qu'on puisse dire, en effet, c'est que la thérapie n'est pas un parcours linéaire avec un début et une fin clairement identifiés. Mais ce que je peux vous dire, en revanche, parce que je l'ai moi-même vécu, c'est que c'est un cheminement absolument passionnant. Je n'ai pas dit que ça serait facile, non. Ça peut d'ailleurs parfois être très éprouvant émotionnellement. Et je n'ai pas non plus dit que l'on pleure à chaque séance. Mais sachez toutefois que ça peut arriver. Et plus le temps passe, plus les séances s'additionnent, plus ce rendez-vous psy devient agréable, voire même désiré. Je me souviens vers la fin de ma thérapie que j'attendais avec impatience mes séances pour pouvoir y déposer certaines choses, m'aider à élaborer certaines émotions, m'aider à mettre du sens sur certaines situations, avoir l'opportunité de voir les choses autrement, différemment. Vous savez, ce fameux pas de côté qui offre une perspective nouvelle sur nous-mêmes et notre histoire. Si je devais résumer en quelques mots l'effet de la thérapie, je dirais que ça allège. On se déleste d'un poids, nos souvenirs négatifs sont moins lourds à porter, voire même peuvent devenir neutres. Les émotions s'apaisent, on gagne en stabilité et régulation émotionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera de tout ça avec Gwenaëlle Percio et Johanna Mikou dans l'épisode sur les liens d'attachement et le psychotraumatisme. À la fin de ce processus thérapeutique, qui a été long pour moi, mais ce n'est pas systématique, j'avais un double objectif. Sur le plan personnel, je voulais guérir mes blessures d'attachement, et sur le plan professionnel, je voulais découvrir tous les protocoles de la thérapie LI-ICV avec laquelle je travaillais. Vous imaginez bien que ça m'a pris un peu de temps. Mais ça, c'est mon expérience. La vôtre sera forcément différente. Alors, comme je vous disais, à la fin de cette expérience, j'étais tellement légère que je me suis envolée, au sens propre comme au sens figuré. Avec ma famille, nous avons pris la décision de momentanément quitter la France pour aller vivre ailleurs. Et c'est parce que nous avons pris cette décision que ce podcast a pu voir le jour. Grâce à la thérapie, j'avais retrouvé l'estime et la confiance en moi utiles et nécessaires pour m'engager pleinement dans ce projet. Donc, vous l'aurez compris, la thérapie m'a beaucoup apporté. Et quand j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu, j'ai comme le besoin de rééquilibrer la balance du donner-recevoir. Alors c'est un peu ce que je fais avec ce podcast, d'expliquer à qui voudra bien m'entendre à quel point la thérapie est une expérience déroutante, certes, et à la fois incroyablement enrichissante. Je ne serais pas devenue la personne sereine et apaisée que je suis aujourd'hui sans ce travail. Et j'espère secrètement, au fond de mon cœur, être suffisamment inspirante pour vous donner envie à vous aussi de vous engager dans un tel processus. Votre santé mentale n'est pas un luxe, c'est une priorité. Avant de nous quitter, je voulais remercier chaleureusement Delphine, Hugo, Julien et Ariane qui ont accepté de partager leur vision du processus thérapeutique. Et j'éprouve aussi beaucoup de gratitude envers mes anciens patients qui ont accepté, avec beaucoup de générosité, de témoigner de leur expérience en thérapie. Et comme je trouve ces récits personnels particulièrement éloquents, j'ai décidé d'en faire une nouvelle série intitulée « Connais-toi toi-même ». Mon objectif ici sera de tendre le micro à celles et ceux qui souhaitent partager leur cheminement personnel, leur prise de conscience, leur processus de transformation. Et si parmi vous, il y en a qui souhaitent témoigner de leur parcours, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Je vous propose de découvrir ensemble quelques exemples de motifs de consultation. Cette liste ne sera évidemment pas exhaustive. Dans le prochain épisode, nous allons parler de violences éducatives ordinaires et de relations d'emprise. J'ai donné la parole à Arnaud Gallet, président de l'association Move Enfance et membre du CA de Stop VO, ainsi qu'à Jean-Claude Mas, psychologue clinicien spécialiste de la clinique de l'emprise. Mais aussi et surtout, vous entendrez les récits puissants de celles et ceux qui ont traversé ces violences éducatives ordinaires et qui ont accepté de témoigner de leur vécu. Peut-être que cet épisode vous a fait penser à quelqu'un. Ce n'est sûrement pas par hasard. Et si vous lui partagiez, ce simple geste pourrait vraiment lui être utile. En plus, c'est une belle façon de lui manifester votre attention et votre affection. Et de mon côté, ça m'aide à faire connaître ce podcast. Pour le reste, retrouvez toutes mes infos sur mon site internet jeannecoiffard.com. Un grand merci à Evan Santoni pour l'habillage sonore et le mixage. À très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. La psy. C'est pour les fous.